Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de radiographie. Alors, cette fois-ci, c'est l'évaluation radiographique des scolioses. Euh, alors, juste un avertissement, c'est une vidéo faite un vendredi après-midi. Alors, vous êtes avertis! Alors, les scolioses, ou n'importe quelle convexité, c'est défini comme une déviation latérale du rachis avec une composante rotatoire et qui est souvent associée aussi à des changements pour ce qui est des courbes sagittales. Donc finalement, on va avoir des changements des syphoses et des lordoses. Alors c'est un groupe de déformations qui sont sur tous les plans, donc en 3 dimensions. Euh, les scolioses ou les convexités, habituellement, on essaie de déterminer la cause d'origine. C'est toujours mieux en termes de pronostic et de traitement. Donc, on a les courbes qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qui sont à la limite de transitoire, puis on a des courbes qui sont structurelles. Cette définition-là, elle s'applique aussi bien aux scolioses et aux convexités parce que, dans un certain sens, ça revient au même. Une convexité, c'est ce qu'on constate sur une radiographie. Puis une scoliose, c'est un type de diagnostic qui est attribué à certaines caractéristiques précises. Mais quand on voit juste qu'il y a une courbe dans le rachis, mais on peut dire convexité, puis c'est correct. Un diagnostic de scoliose, des fois, ça peut être lourd à porter, surtout si c'est pas vraiment problématique. Donc, les scolioses, les convexités, habituellement, on essaie d'en déterminer l'étiologie. Donc, soit une cause qui est fonctionnelle, transitoire, ou une cause qui est structurelle. Alors, quand on parle de courbes fonctionnelles, on parle souvent d'antalgie ou de spasme qui occasionnent un changement postural. Donc, on peut parler de torticolis, par exemple, ou de position antalgique. Le patient qui arrive, puis il y a son lumbago là, qui le fait souffrir, alors il se promène un peu croche. Donc, ça, c'est des exemples de courbes qui sont dites fonctionnelles. Les courbes structurelles, par contre, ils ont plusieurs étiologies différentes. Donc, on a les courbes qui, c'est pas, donc on n'a aucune idée d'où ils viennent. Alors, c'est pour ça qu'ils s'appellent idiopathiques, donc origine inconnue. On a les convexités ou les scolioses qui sont dites dégénératives, c'est-à-dire qui sont causées par de l'arthrose. Euh, les courbes congénitales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une difformité, qu'il y a un défaut, qu'il y a une dysplasie, qu'il y a une vertèbre en bloc, qu'il y a une hémivertèbre, qu'il y a ce genre de défaut structurel-là. Donc, on va dire congénital, développemental. Des fois, c'est un autre mot qu'on va entendre. Ensuite, on a des courbes qui sont associées à des maladies neuromusculaires. Donc, les gens qui sont paraplégiques, par exemple. On a des courbes qui sont accentuées ou même causées par certaines tumeurs. Et ensuite, on a des courbes qui sont induites par différentes procédures chirurgicales ou carrément là, des composantes de traitement de d'autres maladies. Donc, jadis, il y a vraiment longtemps, des patients qui avaient le cancer étaient soumis à des traitements de radiothérapie qui étaient très, très intenses et ça pouvait, par exemple, ralentir la croissance si la maladie était découverte pendant l'enfance. On a aussi, par exemple, des chirurgies de fusion, donc des arthrodèses, des ostéosynthèses qui peuvent mener à la formation d'une courbe dans le rachis. Avec les courbes structurelles, les scolioses structurelles, il y en a plusieurs grands types. La plupart sont associés là, à ces groupes qu'on vient de définir sur cette diapo-là. Évidemment, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais les principales, c'est celles-là. On va commencer par les définir rapidement. Les scolioses dégénératives, celles qui vont, ça va assez vite là, comprendre comment ça fonctionne. Alors, une scoliose dégénérative, c'est une scoliose qui est causée par de l'arthrose. Il faut juste faire attention pour dire ah, une scoliose dégénérative, là, c'est une scoliose qui est en train de dégénérer. Non, non, c'est pas une scoliose qui est en train de dégénérer. C'est pas ça. Une scoliose dégénérative, c'est une scoliose causée par
de la dégénérescence. Habituellement, ce sont des convexités à rayons qui sont relativement courts. Qu'est-ce que ça veut dire ça à court rayon? Ça veut dire qu'on a une courbe ou une convexité qui est vraiment là, sur une ou deux vertèbres. Là. Tu vas avoir une vertèbre comme ça, une vertèbre comme ça, puis après ça, ça va venir voir. Donc, quelques vertèbres seulement. Puis, on s'en aperçoit où ils sont trouvés ces scolioses-là parce qu'il y a souvent des caractéristiques de spondylarthrose assez présentes sur la radiographie. Donc, par exemple, les disques entre les vertèbres vont être un peu écrasés. Il va y avoir des ostéophytes sur chaque côté. Les facettes vont être anormales. Il peut y avoir un glissement latéral des vertèbres. Donc, finalement, il peut y avoir beaucoup de signes de spondylarthrose et ah oui, oh, on se rend compte qu'il y a une petite courbe là-dedans. Pour être bien honnête, là, moi je dis rarement que c'est une scoliose dégénérative. Moi je vais dire, il y a de la spondylarthrose, il y a de l'arthrose facétaire associée à une convexité lombaire droite. Je vais pas prendre la peine de faire un diagnostic de scoliose quand c'est une complication de spondylarthrose. Que ça soit super évident que les uns et les autres soient liés, là. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. C'est pas traité différemment de l'arthrose, c'est comme associé avec, puis c'est tout. Alors, je vais pas faire, ah oui, il y a une scoliose, puis ensuite faire toute la description, puis tout le suivi. Non, ça va avec l'arthrose, puis c'est pas mal ça, là. Pour ce qui est des courbes congénitales, les courbes congénitales, ce sont des courbes qui sont associées à des anomalies squelettiques. Donc, on a par exemple des hémivertèbres, où est-ce qu'il y a un côté de la vertèbre qui se forme juste pas. On a des vertèbres en bloc, donc des vertèbres en bloc qui peuvent être symétriques ou pas. Donc, on a plein de malformations qui peuvent causer des courbes. On a par exemple la fusion des côtes. S'il y a deux côtes qui sont fusionnées ensemble, c'est sûr que ça va tirer sur le rachis. Donc les fusions des côtes, ça peut faire ça. Alors les possibilités d'étiologie sont quand même infinies. Le truc avec les courbes congénitales, les scolioses congénitales, ce sont des courbes qui sont habituellement progressives, c'est-à-dire qu'elles vont en s'aggravant. Et elles sont relativement agressives, c'est-à-dire qu'elles vont s'aggraver, mais elles vont s'aggraver assez rapidement. Ce sont des courbes qui sont diagnostiquées chez l'enfant, la plupart du temps. Donc, le bébé, voire l'enfant, et qui sont pris en charge de façon agressive. Pour les courbes neuromusculaires, ça non plus, ça devrait pas être une surprise là, quand le patient arrive, on le sait, et le patient va mentionner des pathologies sous-jacentes. Donc, ce sont des maladies comme par exemple la paralysie cérébrale, la présence de syringomyélie ou ce qu'on appelle un seringue, c'est-à-dire d'un canal spinal, le petit canal dans le milieu de la moelle épinière qui est dilaté. Donc, il y a des déficits neurologiques. Des résidus de la poliomyélite, bon, c'est pas très fréquent en 2019, mais on va dire que c'est ça. Les patients avec de la dystrophie musculaire, de la paralysie point, donc des gens qui sont paraplégiques. À force d'être pris dans une certaine position, mais le rachis peut se déformer. Évidemment, ça dépend du lieu, là, de la paralysie. Habituellement, ces courbes-là, c'est des courbes qui sont simples et qui sont à long rayon. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Ça veut dire que finalement, ici, on a la tête, puis là, on a les pattes, puis là, on a les bras. Puis une courbe, excusez-moi, à long rayon, ça peut être comme ça. On a une grande courbe. Évidemment, le bras, il serait attaché après le bonhomme, là. Mais vous comprenez. Si on prend l'exemple de tantôt, est-ce qu'on avait une courbe dégénérative? Bon, ben, disons que normalement le rachis est droit, là. Ben, une courbe à court rayon, ça serait une courbe qui serait par exemple comme ça.
Donc, c'est une petite courbe là, juste très focalisée. Donc, les courbes neuromusculaires, c'est des trucs qui sont habituellement à long rayon. Hier, donc jeudi, on avait parlé des gens qui souffraient de mucopolysaccharidose et puis tous ces trucs-là. Ils ont souvent plusieurs déficits neuraux, des malformations aussi. Fait que c'est un mélange de courbes congénitales et de courbes neuromusculaires. Puis des fois, c'est vraiment une longue courbe. Donc ça peut être aussi vu dans les scolioses. Une autre maladie qui peut faire ce genre de courbe-là, ça s'appelle la neurofibromatose. La neurofibromatose, il y a des informations à ce sujet dans le chapitre de la dysplasie. Il y en a deux grands types, là. Mais en gros, c'est une maladie génétique. Puis si on regarde le mot neurofibromatose, donc condition où est-ce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont fibreux dans les nerfs. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, neurofibromatose, alors le patient a plusieurs problèmes autour des nerfs. Ils ont plusieurs neurofibromes, donc plein de petites tumeurs aux nerfs. Ou des fois, c'est des schwannomes, là, mais c'est pas grave. En imagerie, on n'est pas capable de les différencier l'un de l'autre, fait que ça dérange pas. Donc, le patient a plusieurs lésions dans la peau, dans certaines glandes endocrines, dans les nerfs, ce qui entraîne des difformités squelettiques. Donc quoi? Dont des scolioses. Alors, à quoi ça peut avoir l'air la neurofibromatose? Bien, quand il y a quelqu'un qui a plein de neurofibromes, là, il y a comme plein de tumeurs proches de ses nerfs, mais si on a une vertèbre comme ça ici, de côté, là, ça c'est le nez du patient, puis ça c'est en arrière. Alors on a plein de vertèbres comme ça. Puis là, il y a les disques. Puis là, il y a les éléments postérieurs. Ben, si tu te ramasses avec des super gros neurofibromes ou schwannomes autour de, par exemple, ton ganglion, euh, de ton nerf rachidien, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va comme faire de la pression, puis ça va faire un trou dans ta vertèbre. Ça va pas l'envahir, ça va juste comme la creuser. Ça va juste la creuser. Fait que là, ça va creuser, puis ça va faire une difformité dans ta vertèbre. Donc, en latéral, ça peut donner, par exemple, ce qu'on appelle le scalloping. Donc, ça fait un trou dans l'aspect postérieur de la vertèbre. Ça peut aussi élargir des foramen. Puis, ça peut affaiblir la vertèbre. Puis, tu te ramasses avec, par exemple, une scoliose. Contrairement aux autres courbes neuromusculaires, des fois, ce qu'on a avec la neurofibromatose, ce sont des courbes qui sont vraiment très aiguës dans le rachis thoracique, thoracique, c'est cela. Alors, thoracique supérieur, puis c'est des courbes qui peuvent progresser, là. Donc, ils sont très rapides, très agressives, puis le patient, il va carrément plier en deux. Évidemment, ça, c'était jadis, il y a longtemps, là, donc c'est un peu folklorique comme affaire. Mais ça rend le rachis très instable, puis ça peut causer des séquelles neurologiques importantes. Quoi d'autre peut causer des courbes? Ben là, on a parlé de schwannome et puis de neurofibrome qui faisait partie de la maladie qu'on appelait la neurofibromatose. Mais il y a d'autres sortes de tumeurs qui peuvent causer des convexités. Les convexités ou les déviations posturales là, qui sont associées aux tumeurs, ben, ils peuvent être causés par l'effet de masse, donc par le fait qu'il y a un truc qui occupe de l'espace puis qui va pousser ton rachis. Ou ils peuvent être causés par la douleur, c'est-à-dire que d'un côté d'une vertèbre, par exemple, tu as une tumeur, ça fait mal, puis tu n'as pas tendance à vouloir t'accoter sur ce côté-là. La tumeur qui est la plus communément associée avec la formation de scoliose, ça s'appelle un ostéome ostéoïde. Fait que c'est une tumeur osseuse qui est vue surtout chez les enfants ou les jeunes adultes. Habituellement, ce que ça va causer comme profil de courbe, c'est une longue courbe avec la lésion là, dans la concavité. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent aussi être associées à des scolioses.
Maintenant, les courbes qui sont radio-induites ou qui sont d'origine iatrogénique, donc qui sont causées par une forme de traitement, c'est plutôt rare maintenant, puis c'était surtout associé, comme j'ai dit tout à l'heure, là, à des traitements de radiation. L'enfant avait un cancer quelconque, était traité avec des doses massives de radiation, les pores de radiation, donc la surface du corps qui était irradiée était très très grande comparé à maintenant qui est beaucoup plus restreinte. Donc, ça causait l'arrêt de la croissance. Puis là, ben, c'était juste comme par exemple l'arrêt de la croissance sur la moitié du rachis. Fait que tu avais le côté droit qui grandissait plus, puis le côté gauche qui grandissait. C'est un petit peu problématique. Donc, tu avais l'entraînement de la formation de courbes et ce genre de choses-là. Alors, c'est plutôt rare maintenant. Maintenant, c'est plutôt associé avec des ostéosynthèses, des arthrodèses, donc des séquelles de chirurgie. Puis, il essaie autant que possible là, que ça n'arrive pas. Fait que ça, c'est radio-induite ou iatrogène. Bon, maintenant, arrivons aux vraies scolioses, c'est-à-dire les scolioses qui sont le plus communément décrites. On appelle ça les scolioses idiopathiques. Donc, idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de où est-ce qu'ils viennent. C'est la cause de scoliose qui est la plus commune, officiellement. Je vous avoue que dans ma vie, moi, c'est les scolioses qui sont d'origine dégénérative, c'est-à-dire que les convexités qui sont associées à de l'arthrose. Mais comme j'ai dit que c'était pas vraiment une scoliose dans ma tête. J'imagine que je vais vivre avec le fait que les scolioses idiopathiques sont vraiment l'étiologie la plus commune. On ne sait pas de où elles viennent. Donc, il y en a qui supposent que c'est des défauts de proprioception, des défauts dans la détection de la vibration, qu'il y a des causes génétiques, et peu importe. Il y avait un chercheur qui travaillait à l'UQTR avant, Jean-Philippe Pialas, qui a fait plusieurs études. En fait, il en a fait l'objet de ses études doctorales. Euh, donc, sur les étiologies là, qui sont reliées aux scolioses idiopathiques. Je vais essayer de retrouver de ces trucs, puis les apporter en classe ou les mettre sur le portail de cours. Donc, il y a plusieurs hypothèses, mais personne ne sait exactement la raison pourquoi les scolioses se forment, d'où le nom idiopathique. C'est plus commun chez la jeune fille et c'est habituellement plus complexe à traiter aussi chez la jeune fille. Les scolioses ou les convexités, ils sont habituellement pas dans le rachis cervical, là. Donc, on a la tête, le corps, on a les pattes, puis on a les bras. Alors, tu peux avoir une scoliose qui est, par exemple, seulement thoracique. Tu peux avoir une scoliose qui est thoraco-lombaire, puis qui est double. Donc, tu peux avoir une seule courbe, comme ici. Tu peux en avoir deux, comme là. Tu peux en avoir, ben, trois, c'est un petit peu intense. Mais non, tu peux avoir une seule courbe ou deux courbes. Est-ce que les deux courbes doivent être égales? Non. Tu peux avoir une petite courbe en haut, une grosse courbe en bas, une grosse courbe en haut, une petite courbe en bas. Tu peux avoir juste une grosse courbe. Fait que le rayon de ces courbes-là va être aussi différent. Donc, tu peux avoir des courbes à long rayon ou à court rayon. L'organisme de recherche qui est le plus en fait important à connaître là, au sujet de la scoliose, ça s'appelle SOSORT. SOSORT, c'est le Society on Scoliosis Orthopedic Rehab and Treatment Group. C'est un consortium international. Ils produisent des lignes directrices au sujet des traitements, des examens et de la prise en charge des scolioses idiopathiques. Il y a des membres dans plus de 50 pays. Ils produisent différents documents qui sont très utiles quand on a des patients avec les scolioses. Donc, je vais vraiment vous encourager à utiliser leurs ressources. Docteur Doucet, donc Chantal Doucet, qui est professeure au département de chiro, elle travaille de concert avec des membres du SOSORT. Et à chaque mois, à chaque année, par exemple, ils font un spécial du mois de la scoliose et ils invitent différents intervenants, là, souvent qui sont associés au SOSORT. Alors, quand vous avez des guides, des articles qui viennent de ce regroupement-là, c'est habituellement des documents de grande qualité.
Donc, on va prendre leurs outils pour discuter là, des choses à faire quand on a un patient qui souffre de scoliose idiopathique. Il y a une autre société, ça s'appelle le SRS, donc le Scoliosis Research Society. Celui-là, il implique aussi beaucoup de patients, puis ils produisent encore une fois là, des documents, des guides qui sont vraiment super intéressants. Donc, si on regarde davantage les scolioses idiopathiques, alors ils sont redivisés selon les groupes d'âge. Alors, on a des scolioses idiopathiques qui arrivent chez les petits-enfants. Donc, les petits-enfants là, infantiles, c'est ceux-là qui marchent à peine. Donc, en bas de 3 ans. C'est vraiment rare, parce que habituellement, si tu as une scoliose chez un enfant de moins de 3 ans, tu vas te mettre à chercher des hémivertèbres, des problèmes de côte, et tout, et tout, et tout. Fait que habituellement, là, chez les tout petits enfants, ils vont éviter de dire scoliose idiopathique, ils vont dire c'est une courbe congénitale, mais on ne sait pas trop, là, on va finir par trouver c'est pourquoi. C'est surtout des courbes congénitales en plus quand on a une courbe dans le rachis thoracique vers la gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une courbe thoracique vers la gauche? On a encore notre patient. Disons qu'on va dessiner le rachis comme ça, ici. Alors, ça, c'est la main droite. Ça, c'est la main gauche. Ici, on a le cœur. OK? Alors, une courbe thoracique gauche, ça veut dire qu'on a une courbe qui va, tiens, on va la dessiner en blanc pour qu'on voit bien, comme ça. Une thoracique gauche, c'est comme ça. Une thoracique gauche, c'est pas bon. En fait, ben, c'est pas bon. On n'en veut aucune, là, mais c'est surtout pas c'est pas anodin. Quand on a une courbe thoracique gauche, habituellement, il y a des choses qui sont cachées, là. Il faut investiguer davantage. Et quand on a des scolioses infantiles, donc chez le tout petit bébé, chez le nourrisson, habituellement, on commence pas par ça. On commence par dire que c'est une courbe congénitale, puis il faut investiguer davantage, surtout si c'est une courbe thoracique gauche. Ensuite, les autres catégories, bien, on a les scolioses idiopathiques juvéniles, c'est-à-dire chez les enfants d'âge primaire ou avant la période là, de prépuberté ou puberté. Puis ensuite, on a les scolioses idiopathiques, moi j'ai manqué des lettres, là, adolescentes, qui sont chez les enfants en haut de 10 ans, autour là, de la période de prépuberté. Celles-là, c'est celles-là qui sont les plus communes et elles sont beaucoup plus communes chez les jeunes filles que chez les garçons. Mon article de référence pour l'évaluation radiographique des scolioses idiopathiques, c'est celui-là. Je vous le suggère. Il est disponible si je ne me trompe pas, par le site de la bibliothèque. Sinon, dites-moi là, puis je vais m'organiser pour essayer de voir comment on peut vous le trouver. Le reste du cours est bâti selon les recommandations qui se trouvent dans cet article-là. Parce qu'évidemment, là, on parle de scoliose depuis tantôt, mais c'est un cours de radio. Donc, dans ce cours-ci, ben, on n'apporte jamais qu'est-ce qu'on fait avec. On ne croit pas à ça, les patients en radiologie. Nous, on regarde des images, là. Alors, on va surtout parler de ça dans les trucs à venir. Donc, quand on pense qu'un patient a une scoliose, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vais rephraser ça. Quand on pense qu'un patient pédiatrique, donc en bas de 18 ans, a une scoliose, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la première chose qu'on fait, c'est un examen physique et c'est je dirais une entrevue, donc une anamnèse. Puis ensuite, si tu n'as pas de signe clinique de scoliose évident, donc si tu fais ton examen postural, tu fais ta palpation, puis tu n'es pas capable de détecter qu'il y a une scoliose, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me rendre service puis arrêter cela? Donc, on ne prend pas de radiographie si tu n'as pas des signes cliniques de courbe. Point. Point. C'est tout. On ne le fait juste pas. Vous la trouverez pas plus sur la radiographie.
que si vous regardez le patient puis vous palpez son dos, là. C'est clair. Au pire, si vous êtes vraiment pas sûr, vous prenez un marqueur gras. Donc, c'est les crayons un peu comme de la cire, là, qui sont faits pour marquer des trucs sur la peau. Puis, vous mettez un point sur chacun des épineux, là, sur le patient, puis vous regardez tant que ça, qu'est-ce qui se passe quand le patient il bouge, puis vous allez pouvoir voir qu'il n'y en a pas de problème. S'il y en a, donc si vous voyez une courbe, ben là, on peut décider si on prend des radios ou pas. Habituellement, quand on a des patients autour de la puberté, on peut décider d'être un petit peu plus agressif ou pas, là, mais si tu n'as pas de courbe clinique, tu n'en auras pas sur des radiographies. Vous avez peut-être entendu parler, par contre, que quand un patient avait des scolioses, ben, il faut faire un suivi radiographique. T'sais. Ah ouais, il faut voir si la scoliose, elle progresse, là. Ben ça, c'était vrai dans le bon vieux temps. Là, c'est moins vrai. Le suivi radiographique des patients scoliotiques, donc quand on sait que quelqu'un a une scoliose, n'est pas nécessaire tout le temps. OK? C'est pas nécessaire tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la courbe est petite, si elle n'a pas changé cliniquement, si le patient n'a toujours pas de symptômes, pourquoi faire des radios? Pour prendre des mesures? Ouais, non, mais on va en parler tantôt des mesures. Alors, chez les personnes, donc les patients adolescents, est-ce que quand le patient sait qu'il y a une scoliose, il faut obligatoirement le radiographier à des intervalles réguliers? Non. Non. Quand le patient est en croissance active puis qu'il y a un risque de progression de la courbe, maintenant, on recommande peut-être un suivi par année. Quand le patient a presque terminé sa maturation squelettique, donc selon le stade de Risser, après 18 mois peut-être, sinon jamais. Donc, dans tous les cas, le SOSORT et les organismes qui s'occupent de patients scoliotiques nous disent qu'il faut privilégier les examens cliniques et l'utilisation des modalités non radiographiques, c'est-à-dire n'administrant pas de radiation ionisante aux patients pour le suivi des patients scoliotiques. Fait qu'il faut absolument diminuer le nombre de radiographies obtenues. Pourquoi? Ben, c'est pas nécessairement que c'est dangereux, c'est juste que ça sert à rien. Ça change absolument rien dans le traitement. Si on veut faire un suivi de scoliose, ce qu'il faut faire, c'est habituellement un examen au début, là, complet, puis ensuite, pour les suivis, on fait juste des vues de face. On n'a pas besoin de faire des latérales. Là. Les latérales, ils étaient moyennement normales, puis habituellement pas très jolies sur des patients scoliotiques. Alors, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, quand on veut faire un suivi pour une raison quelconque, si on a décidé que ça nous en prenait absolument un, on fait juste des radios de face. Et non seulement ça, on les fait de face, mais on les fait en position postéro-antérieure. Donc, c'est-à-dire qu'on radiographie le patient de dos. Habituellement, on le radiographie de face, mais là, on va le radiographier de dos. Donc, ça c'est, bon, pour détecter une scoliose, est-ce qu'on prend des radiographies? Non, on prend ses mains, on utilise son cerveau en premier. S'il y a vraiment une évidence clinique de radiographie, de scoliose, on peut prendre des radiographies. Si le patient a une scoliose, est-ce qu'il est nécessaire de faire un suivi radiographique? Non. Il faut privilégier les examens qui n'utilisent pas la radiation. Si on doit faire un suivi, ben, on fait un suivi juste avec des vues de face. Puis, une fois que le patient est adulte, là, il n'y en a pas de raison de faire un suivi. Ah, mais la patiente de 85 ans, elle a été diagnostiquée avec une scoliose quand elle avait 16 ans. Je m'en fous. Elle est rendue à 85 ans, elle n'a pas besoin de suivi de scoliose. S'il y a des nouveaux symptômes, des symptômes neurologiques, vous pensez qu'elle a une fracture, n'importe quoi, là, vous prendrez des radiographies si vous voulez, mais on ne fait pas de suivi de scoliose chez des patients adultes qui n'ont pas de nouveaux problèmes. Parce que tout ce que ça va donner, c'est en fait rien. Donc, vous allez prendre des radiographies, vous allez faire des mesures qui vont donner rien, qui vont aucunement changer votre traitement, et c'est tout. Donc, on essaye d'éviter ça là, à tout prix.
Fait qu'aucune raison de suivi chez les patients scoliotiques quand ils sont rendus adultes. Si c'est une scoliose à haut niveau, donc plus de 30 degrés, 35 degrés, puis ça cause pas plus de problèmes, puis ça embête pas le patient, on le fait pas non plus. Alors, pour ce qui est de la procédure à suivre quand on radiographie un patient scoliotique, bien, c'est de s'assurer d'avoir besoin de la radiographie. Une fois qu'on a décidé qu'on a besoin de la radiographie, c'est de considérer obtenir les clichés ou les images PA. Donc, le PA, ça veut dire que le rayon va rentrer dans le dos du patient et il va sortir vers l'avant, donc vers la face antérieure du corps. On déconseille les projections AP. Pourquoi? Bien, parce que la dose aux organes, elle est supérieure et en choisissant des projections PA, on diminue la dose aux organes de presque 90%. Donc, tous les organes superficiels sont antérieurs. Alors, c'est pour ça qu'on privilégie PA. Pourquoi c'est comme ça? Ben, en fait, ils ont fait des études de cohorte, donc des études chez des populations, des grandes populations, puis ils sont aperçus qu'il y avait une incidence plus élevée de cancer du sein chez les patientes scoliotiques que chez les patientes qui n'avaient pas de scoliose, donc qui n'avaient pas eu de suivi radiographique. Alors, le risque de carcinogénèse était plus élevé. Donc, on a décidé d'essayer de, pas moi, là, mais ils ont décidé de prendre des mesures pour diminuer cet effet secondaire-là. Ensuite, l'autre chose qu'on veut faire, c'est s'assurer d'utiliser la plus grande distance focale possible. Alors, la distance focale, on en a parlé un petit peu en biophysique, si vous avez regardé les vidéos. Donc, ici, on a le tube à rayon X, puis ici, on a le patient, puis ici, on a le récepteur. Alors, la distance focale, c'est la distance entre le récepteur et le tube à rayon X. Donc, on essaie de l'éloigner le plus possible pour que tous les rayons à basse énergie puis les rayons qui sont pas nécessaires pour l'image, ben, qui passent à côté du patient et qui contribuent pas à la dose. Puis évidemment, d'utiliser des caches plombées puis des tabliers, donc pour protéger encore plus le patient. Les tissus qui sont les plus radiosensibles, ça vous allez en reparler, vous allez revoir ça en biophysique, là, mais les tissus qui sont les plus sensibles habituellement, ce sont tous les organes qui sont liés à la reproduction, à la production de cellules sanguines, à la peau, au tube digestif, donc toutes les cellules qui ont un rythme métabolique très élevé. Puis les trucs comme les nerfs, les muscles, les os, c'est pas tant radiosensible que ça. Alors, on a avantage toujours à garder ça en tête. Les organes à reproduction sont sur le devant du corps, puis ben, c'est vraiment pour ça qu'on privilégie les incidences PA. Donc, la protection du patient, l'utilisation de caches plombées, de filtres et tout, c'est essentiel et en fait, c'est obligatoire. Évidemment, on doit utiliser du matériel qui est adapté aux examens. Donc, si vous avez un patient qui a une scoliose, OK, puis que vous utilisez une cache plombée qui cache la moitié de la scoliose, mais ça ne marche pas. Même chose pour la collimation, mais des fois, si on a un patient avec une scoliose, puis là, on veut essayer de limiter notre image, ben, si on prend la collimation super serrée, puis on radiographie juste ça, c'est pas une bonne idée. Faudrait peut-être éviter de radiographier le corps au complet, par contre, là. Donc, il faut essayer de rentrer la scoliose dans les limites de la collimation tout en limitant l'exposition, par exemple, aux yeux et l'exposition aux organes génitaux dans la limite du possible. Il y a une étude qui a été faite en IRM qui est particulièrement intéressante. Ils ont regardé rétrospectivement la position des ovaires sur des examens en IRM qui étaient faits pour une autre raison, là. Donc, les patients avaient eu une étude du bassin en IRM pour une quelconque raison. Et là, ils ont décidé de regarder la position des ovaires et de documenter la position des ovaires. Quand on veut utiliser une cache plombée pour protéger les ovaires, ce qui est habituellement fait en radiographie, c'est une cache plombée qui devrait être positionnée dans cette région-là. Pour être sûr de cacher les ovaires de 100% de la population, puisque les ovaires
pas tendance à savoir exactement c'est où, c'est un petit peu difficile à localiser, ben, il faudrait blinder le bassin au complet. Ce qui n'est pas optimal si on veut voir des structures osseuses. Donc, la recommandation de cette étude-là, c'était quand on veut radiographier, surtout dans une optique là, de suivi radiographique, une patiente adolescente, on devrait utiliser des clashes plombées dans cette région-là pour être sûr là, de cacher les ovaires. Parce que les ovaires, ils sont ben, sur des dessins, là, c'est facile à voir. Là. Donc ici, finalement, on a le col de l'utérus avec l'utérus, puis ensuite, souvent, les gens ils dessinent bon, les trompes de Fallope comme ça, avec un ovaire ici, puis un ovaire là, donc il serait quelque part là-dedans. Mais en fait, ça, c'est des grosses menteries. Des fois, tu as une trompe de Fallope qui est comme ça, là, tu as un ovaire qui est ici, puis tu en as un autre qui est comme ça, puis tu as un ovaire qui est là. C'est pas standard, ces affaires-là. Alors, pour être sûr là, de cacher les ovaires le plus possible avec des caches plombées, en fait, on devrait utiliser un truc comme ça. Donc, une fois qu'on a pris nos radiographies et qu'on les a pris correctement en protégeant le patient puis en utilisant toutes les normes de radioprotection qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire en radiographie? Donc, notre évaluation radiographique va consister en quoi? Ben, l'évaluation initiale, c'est ah oui, super, c'est une scoliose. Et non seulement c'est une scoliose, mais c'est une scoliose idiopathique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie congénitale, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi il y a une scoliose en regardant la radiographie, puis dans les antécédents et dans l'examen. Fantastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va compter les vertèbres. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des patients avec des segments transitionnels. Donc, on compte les vertèbres. Ensuite, on va compter les courbures. Ensuite, on va déterminer la vertèbre apicale. Donc, apicale, ça veut dire apex. Ensuite, les vertèbres terminales, ça veut dire en haut et en bas. Puis ensuite, on va calculer l'angle de la courbe. On va postuler sur quelle courbe est la pire et quelle courbe est la moins pire, selon les valeurs qu'on a obtenues ou selon nos deux yeux, si on ne veut pas la mesurer. On va regarder s'il y a beaucoup de rotation des segments. On va regarder la maturité squelettique, donc le stade de Risser 1 à 5. Puis ensuite, si c'est une première évaluation, on peut évaluer le positionnement sagittal, donc regarder l'état des courbes, donc des deux lordoses et de la syphose. On peut aussi regarder si le patient est balancé, c'est-à-dire par exemple si T1 est vis-à-vis S1, peu importe ce qui se passe entre les deux, là. Est-ce que ces structures-là, par exemple, sont alignées? Fait que c'est des choses qu'on peut regarder. Ça, cette liste-là, ça vient de l'article qui est ici, qui est un excellent article là, au sujet de l'évaluation radiographique des scolioses. Selon les définitions du Scoliosis Research Society, la vertèbre apicale, c'est la vertèbre qui est la plus loin de l'axe vertical. Donc, c'est celle qui est la plus loin dans la courbe. Souvent, elle est presque horizontale, là. Ça permet de dire si c'est une courbe droite ou une courbe gauche. Ça veut dire que si on a un patient comme ça, on va dessiner des bras. Ça, c'est ce qui est en vert, c'est l'axe vertical. Puis là, on va dessiner une courbe, mettons comme ça. Bien, la vertèbre apicale, ça va être celle qui va être le plus loin. Oups. Qui va être le plus loin du plan central. Puis la localisation de la vertèbre apicale, ben c'est ça qui va nous dire si c'est une courbe droite ou une courbe gauche. Ça, c'est un petit peu évident, là. Si la vertèbre apicale est ici, ben ça, c'est une courbe droite. Puis pour cette courbe-là, la vertèbre apicale est ici, bon, ben c'est une courbe gauche. Des fois, on peut avoir des apex qui sont dans des interlignes discaux. Donc, des fois, on peut dire, ben la vertèbre apicale, je sais pas moi, c'est T6. Mais la vertèbre apicale ou le milieu de la courbe, ça peut être aussi T6-7. Si l'apex est entre T2 et puis T11-12, on appelle ça une courbe thoracique. Si l'apex est entre T12 puis L1, ben ça c'est une courbe thoracolombaire. Puis si l'apex est entre L1-2 puis L4, ça s'appelle une courbe lombaire. Ça,
C'est pas un gros défi. Fait que ça, c'est en ce qui concerne les vertèbres apicales. Pour les vertèbres terminales, ben, c'est les vertèbres qui sont à l'aspect le plus supérieur et le plus inférieur d'une courbe. Donc, celles qui sont le plus inclinées là, dans la concavité de la courbe. Évidemment, ça, c'est pas on choisit pas toujours la même, là, dépendamment par exemple, d'un chiropraticien à l'autre ou d'un médecin à l'autre. Donc, les variations, c'est possible, c'est pas grave si on choisit pas tout à fait tout le temps le même niveau, mais il faudrait le mettre dans le rapport. Pourquoi il faudrait le mettre dans le rapport? Ben, c'est parce que si vous voulez avoir une mesure constante, il faut savoir les bornes que vous avez utilisées pour obtenir les mesures. Alors que ça varie un petit peu, ou qu'on s'ostine un petit peu sur laquelle et laquelle, c'est pas grave, mais d'autant qu'on finisse par prendre les mesures toujours à partir de la même place, ça va bien aller. Maintenant, comment on fait pour mesurer une courbe ou une convexité ou une scoliose? Mais habituellement, c'est sur les projections frontales. On trouve la vertèbre la plus supérieure, puis on trouve la vertèbre la plus inférieure. On fait des perpendiculaires, puis on mesure l'angle. On va revoir ça tantôt avec un exemple. Puis qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus qu'une courbe? Ben, on les considère indépendamment. OK? Donc, si on a une courbe en S, ouais, non, ça c'est un petit peu intense. Donc, si on a une courbe en S, comme ça, ben, il peut avoir deux courbes. Alors là, on peut dire qu'il y a une courbe thoracique droite. Bon, ici, on va mettre l'apex à T6. Hein. Puis une courbe lombaire gauche. Fait que là, on va mettre l'apex à L3, juste parce que. Alors, on peut mesurer la courbe thoracique, puis on peut mesurer la courbe lombaire de façon indépendante, puis il y a même des fois des segments qui se recroisent. Fait que des fois, on peut avoir, par exemple, je sais pas moi, elle part à T3, puis elle s'en va jusqu'à T11, puis l'autre courbe, ben, elle part à T11 ou même des fois à T10, puis après ça, elle s'en va à L4, 5. Donc, on peut avoir là, des segments qui se recoupent. Fait que si on regarde un exemple ici, donc on a une courbe thoracique puis une courbe lombaire. On a mis des numéros aléatoirement. Alors on a décidé que pour la courbe thoracique, ça c'était le côté droit, on a la vertèbre terminale supérieure qui est T9, T10, T11, T12. La vertèbre apicale, si on considère que ça c'est le milieu, là, donc, la vertèbre apicale pour celle-là, c'est T10. Celle qui est le plus inclinée en haut, c'est T9. Celle qui est le plus inclinée vers le bas, c'est T10. Alors, on a une courbe entre T9 et T12 avec un apex à T10, donc un relativement court rayon, ouais, pour que ça rentre sur un PowerPoint. On va dessiner une ligne qui suit le plateau vertébral de la vertèbre apicale, terminale supérieure. Ensuite, de la vertèbre terminale inférieure. Puis là, vous allez mesurer l'angle entre les deux. Est-ce qu'on peut mesurer l'angle comme ça? Oui. Mais quand on avait du film, là, ça dépassait le film, puis tu étais obligé d'écrire sur ton mur. Alors, ça allait mal. Donc, on peut prendre des perpendiculaires, si c'est un angle droit, puis mesurer l'angle entre les perpendiculaires opposés. Et ça, c'est de la bonne vieille géométrie du primaire et du secondaire. Donc, cet angle-là et cet angle-là sont correspondants. Alors là, ça va nous donner une certaine mesure en degrés. On peut faire la même chose avec le rachis lombaire. Donc ici, on a une mini courbe. Là, évidemment, c'est un PowerPoint. Alors, on a une courbe entre L2 et L4 avec un apex à L3 qui mesure un certain angle. Donc là, on a été capable de le mesurer sur le même dessin, mais on pourrait mettre des perpendiculaires et regarder l'angle qui est entre les deux. Fait que c'est comme ça qu'on obtient des mesures pour des scolioses. Quand on veut documenter une scoliose, comment on fait? Ben, on peut écrire les composantes qu'on a listées au début qu'il fallait écrire. Alors, je vous ai donné un exemple. Donc, il y a une seule convexité thoracique droite
avec un apex à T7,8. La courbe, elle mesure 35 degrés entre T4 et T11. Alors, je t'ai donné ton apex, je t'ai dit la courbe était où et je te donne tes bornes terminales. La rotation des vertèbres, elle est modérée. Donc, finalement, quand on regarde là, les vertèbres de face, ben, on voit quand même encore les deux pédicules puis les épineux. Quand on se met à perdre ces structures-là, ça veut dire, par exemple, mettons que l'épineux est ici, le pédicule, il ressemble à ça, puis l'autre a plutôt l'air de ça, ben, ta vertèbre, elle commence à être tournée, là. Elle a tourné vers là-bas. Donc, on peut inclure des évaluations de rotation si on veut. Ensuite, ce que j'ai décidé d'ajouter, c'est qu'il n'y avait pas d'anomalie congénitale ou d'autres lésions visibles. Donc, j'ai décidé que c'était une scoliose idiopathique et que le patient était presque squelettiquement mature parce que le ressort était à stade 4. Fait que j'ai mentionné la plupart là, des éléments qu'on a décrits. Donc maintenant qu'on sait comment mesurer, on va parler justement des caractéristiques de cette mesure-là. Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont reliés aux mesures en radiographie, puis on va en parler dans la section 7 dans le cours de biophysique. Mais juste comme ça, il faut se rendre compte que la mesure qu'on obtient en radiographie, c'est une mesure qui est approximative. Pourquoi? Donc, si on commence par ce point-là, ben, il y a des problèmes de distorsion, de magnification, de facteurs techniques, de grandeur de foyer. Fait que ça, c'est dans la section 2. Ça, c'est dans ces deux-là, c'est dans la section 7. Les facteurs techniques, c'est dans la section 6. Fait qu'il y a comme un paquet d'endroits là où est-ce qu'ils vont parler de causes d'erreur de mesure, mais elles sont assez grandes en radiographie. On dit là, que pour une mesure scoliotique, là, à chaque fois que tu prends une mesure, il faut que tu ajoutes une marge d'erreur, une variante de plus ou moins 5 à 10 degrés. Fait que disons que tu dis que ta mesure ou ta courbe à mesure 10 degrés, ben il faut que tu dises plus ou moins 5. Ouais. OK. Pourquoi? Ben, entre autres, là, c'est parce que ta courbe, de toute façon, durant la journée, n'est pas constante. Donc, une courbe scoliotique, c'est moins sévère le matin, puis plus sévère le soir. Ensuite, dès que tu commences à avoir de la rotation dans tes vertèbres, ben, tu vois pas bien, puis tu n'es pas capable de prendre des mesures comme il faut. Le patient, il peut être positionné différemment, ça change l'erreur de mesure. Donc, finalement, là, la mesure, surtout obtenue pour des scolioses, c'est un titre indicatif seulement. Si on prend deux radiographies sur le même patient, 2 jours différents, puis on les fait mesurer par 2 évaluateurs différents, on a 95% de chance que les mesures soient différentes d'au moins 10 degrés. C'est épouvantable, ça? Pourquoi on mesure? Ben, c'est une excellente question. Pourquoi on mesure? Ben, pour avoir une idée, mais est-ce que c'est nécessaire de tout mesurer? Non. Si c'est un patient adulte puis ça va nulle part, tu ne mesures pas ça, on a autre chose à faire. Si c'est un patient qu'il faut référer puis qu'on dit, bon, ben écoutez, là, commence à avoir des difficultés ponctionnelles, il y a des difficultés respiratoires, il y a des grosses douleurs et tout, puis là, il commence à vouloir faire une évaluation chirurgicale, ben là, la mesure, elle devient une des composantes là, importantes dans la prise de décision sur la chirurgie. Mais sinon, là, non. Donc la mesure, c'est important, mais variable. Variable. Surtout que, il y a d'autres sources d'erreurs que celles qu'on a parlé à la diapositive différente, à la diapositive précédente, excusez-moi. Quand on mesurait avec du film, avec l'angle, avec le, on dessinait sur le film, c'était une chose. Est-ce que c'est mieux en radiographie numérique? Non, c'est pas mieux en radiographie numérique. En fait, des fois, c'est pire. Parce que quand on prenait une seule radiographie sur un grand film, on avait les mêmes caractéristiques là, en haut et en bas de la radiographie. Tandis que là,
en numérique, on prend plusieurs films puis on les recolle après, puis ça, c'est pas tout le temps valide. Il y a vraiment des problèmes avec les programmes de recollage. Puis si vous utilisez un gratuitiel, là, un logiciel que vous avez trouvé gratuit sur Internet, ben, le recollage n'est pas nécessairement bon. En moyenne, sur des programmes qui sont faits pour ça, là, donc des programmes utilisés dans les hôpitaux, il y a une erreur qui peut mener à un mauvais diagnostic sur à peu près une image sur 6 dans les cas de scoliose. Fait que les erreurs de recollage, là, c'est même pas influencé par les artefacts ou par le positionnel. C'est vraiment des erreurs qui sont liées aux caractéristiques de l'image comme telle. Puis pour être sûr qu'il n'y en ait pas, il faut utiliser des outils de calibration qui sont presque déposés sur le patient ou qui sont pris avec la radiographie, là, avec le patient. Ce qui n'est pas fait souvent, puis qui mène à des erreurs qui sont un petit peu drôles des fois. Donc, faire attention, recoudre des radiographies ensemble, ça peut être beau pour faire un poster d'Halloween, mais c'est pas nécessairement un outil diagnostique. Donc, ça, c'est un exemple de recollage. Il y a une radiographie AP thoracique qui a été prise, puis il y a une radiographie AP lombaire qui a été prise, puis ils les ont recollées. Mais c'est parce que le patient, si on fait le suivi des côtes, là, par exemple, celle-là, il y a une côte qui s'en va comme ça, puis là, tout d'un coup, elle s'en va comme ça. Puis ensuite, là, ici, il y a un estomac. Puis là, il y a l'autre partie de son estomac. On voit que l'anatomie est pas tout à fait bien représentée là, dans les deux images. Fait que ça, c'est des erreurs qui sont reliées au recollage, au raccommodage ou à l'assemblage d'images, là. Fait que si on voulait avoir une mesure sur cette scoliose-là, là, qui honnêtement, on n'est pas vraiment une, mais bon. Donc, alors là, on a numéroté, donc disons qu'on veut mesurer. Ça compte à peu près même pas pour une courbe parce que on regarde, il n'y a presque pas de déviation au complet. Il n'y a aucune vertèbre qui est sortie complètement là, de la ligne du milieu. Mais disons qu'on fait semblant que la courbe était comme ça. Bien, si on avait une mesure, puis on mesurait par exemple d'ici à ici, ces vertèbres-là sont même pas dans le bon plan, là, sont probablement pas recollées comme il faut, fait que la mesure d'angle ne serait pas valide. Donc attention au recollage. Donc ça, c'était pas mal ça pour les erreurs de recollage. Ici, je vous ai mis une autre phrase ou une autre façon de décrire des scolioses. Je me le fais souvent demander. Donc, si vous voulez vous inspirer de ça, ben, il n'y a pas de problème. Ici, je décris une scoliose thoraco-lombaire avec la convexité droite. Donc, thoraco-lombaire, l'apex est dans T12L1. Il n'y a pas d'anomalie vertébrale, donc c'est pas une scoliose congénitale. La courbe est de 27 degrés entre T8 et L3, puis je l'ai mesuré avec la méthode de Cobb, c'est pas mal la seule qu'il y a. C'est un patient qui est presque à maturité squelettique. Fait que ça aurait été une autre façon d'aligner les mots. Si on fait un exemple, alors on prend ce cas-ci, on a la ligne du milieu. Là. Évidemment, j'ai pas de rapporteur d'angle et puis de règles pour dessiner. Mais donc, on dit que la ligne jaune, c'est la ligne du milieu. Donc, il y a T1 ici, puis ensuite, on a le sacrum, la verticale à partir du sacrum. Ça, c'est le côté gauche. OK, la radio a été prise debout. Alors, on s'entend qu'on a une seule courbe. Donc, on va se prendre des notes ici. Une courbe. L'apex, il est dans les thoraciques. Pourtant, la vertèbre qui est la plus loin, c'est ici. Thoracique. On va compter. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça serait 12. L, 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc le compte est bon. Alors, on a une seule courbe. C'est une courbe thoracique.
L'apex est à T8,9 et il est à droite. Bon, c'est bon. Ensuite, les vertèbres terminales. Laquelle est la plus en angle? Ben, je pense que c'est T5 en haut. Ensuite, laquelle est la plus en angle? L1. Non, je pense que la plus en angle, c'est T12. Donc, c'est une courbe de T5 à T12. Si on voulait mesurer, ben, je peux pas le mesurer, j'ai pas de rapporteur d'angle, mais si on dessinait, on mesurerait la courbe comme ça. Donc, on serait capable de mesurer ici. Alors, on va dire que ça nous donnerait une courbe totalement approximativement, j'en ai aucune idée, de 80 degrés, mettons. Bon, donc ça, c'est ce qu'on a mesuré. Ensuite, est-ce qu'on peut évaluer juste la rotation, juste pour voir? Fait qu'ici, on a un pédicule, là, on a un pédicule, là, on a un pédicule, puis les épineux sont ici. Fait qu'il y a quand même beaucoup de rotation. Les pédicules du côté gauche, on les voit presque plus. Fait que les épineux sont en rotation vers la convexité. Fait que ça, on est capable de le dire si on veut. Donc, il y a une composante de rotation vers la convexité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait s'assurer qu'on n'a pas d'anomalie congénitale d'hémivertèbre et tout. Fait que là, on fait le tour. Et on voit pas grand-chose. Il y a peut-être un segment transitionnel ici, mais je suis pas sûre que je vois bien. Ensuite, le patient est à un stade de Risser, on va dire 3. Je pense que ça se défend. Si on regarde le reste des tissus, ben, on peut voir qu'il y a plusieurs difformités des côtes. Fait que là, on va faire côte entre T5 et 6, 7, 8, 9. T9 à gauche. Ils sont difformes? Ils sont rapprochés? Bon! Puis c'est pas mal ça qu'on a à regarder sur l'image. Alors là, on pourrait faire un joli texte avec ça et non pas des barbeaux, là, comme je viens de faire. Mais quand j'interprète une radiographie, c'est comme ça que je fais. Alors je regarde la radiographie, puis là, je me prends des notes en pâte de mouche. Puis ensuite, ben, je vais recomposer un texte là, pour mon pauvre lecteur, parce qu'il n'y a pas besoin de lire une affaire aussi horrible que ça. Donc ici, on dirait, on a une courbe thoracique droite de 80 degrés entre T5 et T12 avec un apex qui est situé à T8,9. Il y a une composante rotatoire importante, surtout des segments dans le rachis thoracique, avec une difformité des côtes qui sont situées dans la concavité, donc les côtes gauches. Le patient est au stade de Risser 3, donc en croissance active, hein, fait qu'on le sait. Et puis, il n'y a pas de difformité vertébrale congénitale, donc il n'y a pas de vertèbres en bloc, d'hémivertèbres ou d'autres choses comme ça qui sont visibles. Par contre, il est question d'un segment transitionnel à L5 à gauche, là, puis ça, on pourrait mieux voir si on prenait un spot. Donc, en gros, ça serait ça. Donc ça serait ce que je dirais sur cette radiographie-là. C'est comme ça qu'on fait une analyse de scoliose en radiographie. Si on voulait en faire un autre, alors ici, la première chose que j'ai vue pour une raison quelconque sur ce patient-là, -là, c'est la crête des ions. Fait que la première chose que je vais me faire comme note, c'est Risser 4. Disons qu'il arrête ici. 3, 4. 3 ou 4. Ensuite, T1, S1. Ouais, super, je dessine vraiment bien. OK. Ce patient-là, est-ce qu'on l'appelle une scoliose? Ben, c'est un peu problématique, je vais vous avouer. Parce que pour être une scoliose, là,
pour être décrit comme tel avec les barèmes qu'on utilise, c'est que il faut que ta vertèbre elle soit quand même un plus entre dans ta ligne du milieu. Donc une perpendiculaire là, à partir de ton sacrum qui relie T1. Évidemment, quand t'as pas de règles, ça fait pas une super belle ligne, là, mais normalement, ça correspond pas à une définition d'une scoliose. Je dis pas qu'il n'y a pas de convexité, là, mais je dis que c'est sur le bord de pas être une scoliose. Parce que la vertèbre n'est pas complètement dégagée là, de la ligne du milieu. Mais disons qu'on va faire le jeu quand même. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, le compte est bon. Évidemment, les cervicales, on les voit pas bien. Notre apex, la vertèbre qui est la plus séparée de la ligne du milieu, c'est celle-ci. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça serait 8. Ensuite, la vertèbre qui est la plus inclinée, ça serait quoi? Celle-là. Puis la plus inclinée vers l'autre côté, ça serait quoi? Celle-là. Ouais. Un peu bizarre. Je suis pas d'accord avec les lignes qui ont été tracées en jaune, là. Moi, je pense que c'est pas la façon de mesurer. Donc, on a une courbe entre T7 et T11. Est-ce qu'on a une courbe lombaire? Ben, peut-être un peu, mais encore une fois, ça revient à dire, c'est parce que tes vertèbres, là, ils dépassent même pas la ligne verticale. Alors, pas d'accord non plus avec les mesures qui sont obtenues avec ce cas-là. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'aurais tendance à dire, si on voulait exagérer, là, on pourrait mettre une seule courbe qui est décrite ici. Puis si ta mesure est en dedans de 5 à 10 degrés avec ton erreur de mesure de plus ou moins 5 là, à 8 dans la plupart des cas. Donc si tu as une valeur de 8 degrés plus ou moins 5 à 8 degrés, y en a-tu une courbe? Je sais pas. C'est un peu tannant. Donc on a des questions à se poser. Sur le rachis lombaire, OK, moi, je pense que c'est pas une courbe. Moi, je pense que c'est juste le résidu là, de la courbe thoracique. Alors, moi, je ne mettrais pas de courbe lombaire. Donc, si on veut là, vraiment exagérer, on a une courbe thoracique ou une convexité thoracique droite avec un apex à T8. La courbe est entre T7 et T11 et mesure vraiment pas grand-chose. Le patient a atteint un stade de maturité squelettique qui est un stade de Risser 3 ou 4. Moi, je pense que j'exagère un petit peu quand je disais 4 tantôt. Donc, je disais 3. Il n'y a pas d'anomalie congénitale visible qui pourrait expliquer la scoliose. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire là, quand on a des courbes de cette ampleur-là. Alors voilà, c'était la fin de ce fantastique vidéo du vendredi après-midi. J'espère que j'ai pas dit trop d'enneries. Vous avez survécu, donc si ça vous aide pour la section des scolioses, ben je suis bien contente. Et puis, on se voit bientôt. Bye!